C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour ces mots. C'est vraiment un grand plaisir, un immense plaisir pour moi de retrouver Paul aujourd'hui et de vous rencontrer, de faire votre rencontre. Et merci également à Monsieur le Directeur pour votre invitation dans ce cadre magnifique. Je me rappelle avoir été ici à Genève, notamment ici à la Fondation Baudemer, dans votre bibliothèque il y a quelques années, pour étudier en manuscrit dans Volgarizzamento de la Cité des Dieux de Saint-Augustin, que Paola Si avait étudié avant moi. Et donc voilà, j'ai un très bon souvenir de ce séjour et de ces lieux de travail. Et merci surtout pour cette belle occasion de vous présenter un livre qui vient tout juste de paraître. Et donc, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des retours et penser ensemble un peu à comment, où cette recherche peut nous amener. Donc voilà, ce soir, pour entamer cette conversation, je voudrais relire avec vous un passage de la première biographie jamais écrite de Dante Alighieri, à savoir les Trattatello in laude di Dante par Giovanni Boccas, l'auteur bien évidemment bien connu du Decameron, mais qui était aussi parmi les premiers passionnés de Dante, collectionneur de ses œuvres et de ses mémoires, ainsi qu'un lecteur et commentateur en public de la Divine Comédie. Dès là, j'en passerai, quoique fort rapidement, à traiter de la tradition d'études sur la vie de Dante et notamment des changements qui ont caractérisé ce domaine d'études au cours des dernières, disons, 20 années. Et finalement, je vous dirai quelques mots de notre livre, Dante de vie nouvelle, qui a été publié chez Fayard cette année et qui a été ensuite traduit en italien chez Carocci comme Vite Nuove, Biographia et Autobiographia di Dante. Et notamment, je vous parlerai de ce qui sont les choix de fond que Giuliano Milani, mon co-auteur, et moi-même, nous avons fait pour essayer de définir une nouvelle approche biographique et aussi une nouvelle forme de récit biographique que nous avons conçu depuis le début comme expérimental. J'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme je l'ai annoncé, je voudrais commencer par Boccas, et notamment par les récits d'un rêve, ce qui est d'ailleurs, comme nous le savons, une façon tout à fait médiévale de démarrer, de commencer, d'entamer un récit. Dans la première rédaction du Trattatello in laude di Dante, qui a été écrite vers 1351-1355, Boccaccio encadre sa reconstruction de la vie de Dante par les récits d'un rêve prémonitoire que Bella degli Abbati, la mère de Dante, aurait fait peu avant sa naissance. Et raconté une première fois en ouverture du Trattatello, Boccas y revient à la fin de sa biographie pour l'expliquer. Selon lui, Bella rêva qu'elle accouchait d'un enfant sous un très grand arbre de laurier, uno altissimo alloro, c'est les parties en italique de la citation, près d'une source, una chiarissima fonte, et ne se nourrissant que des fruits du laurier et de l'eau de la source, cet enfant devient très vite un berger. Le parea che divenisse un pastore. Mais peu après, s'efforçant de saisir les feuillages de l'arbre, ce berger tomba, et s'étant révélé, il apparut transformé en pao. Un paone il vedea divenuto. Or, de tout cela, Boccaccio va offrir une exégèse très détaillée. Les fruits du laurier, la plante sacrée d'Apollon et la source aux eaux claires représentent pour lui la poésie, i libri poetici e le loro dottrine, ainsi que la philosophie morale et naturelle, la philosophica dottrina morale et naturale, desquelles Dante a été nourri depuis son plus jeune âge. Avec les bergers, Boccas attribue à Dante non seulement une grande intelligence, mais aussi les statuts de docteur. Il utilise le terme dottore, c'est-à-dire un savant qui, en raison de sa préparation, de sa doctrine, éduque les autres. Finalement, sous les paons se cache pour Boccas la posterita de Dante, et parmi toutes ses œuvres, la Divine Comédie en particulier. Dans la suite, Boccas va analyser le symbole du paon, et j'y reviendrai, mais pour l'instant, je voudrais remarquer que la mère de Dante n'aurait pu faire un rêve plus approprié, et c'est là sans surprise,
puisque c'est Boccace évidemment qui l'a fabriqué, en reprenant les motifs classiques et géographiques d'après lesquels les mères d'hommes illustres, héros, grands auteurs, saints, ont souvent de telles prémonitions au sujet de la destinée de leurs enfants. Cette typologie est mentionnée par exemple comme exemple de somnium, de songe, la première des 5 catégories par lesquelles Macrobe a classé les rêves dans son célèbre commentaire sur le Somnium Scipionis, dont vous avez un magnifique exemplaire à l'exposition que je viens de visiter, et qui est par ailleurs le texte de référence de toute l'onirologie médiévale, donc de toute la science des rêves médiévaux. La vie de Virgile de Donat, qui est censée être la première source d'inspiration de Boccace, raconte par exemple que la mère du poète classique Virgile rêva d'accoucher d'une branche de laurier, à nouveau, bientôt devenue un arbre chargé de fruits et de fleurs, la postérité, l'œuvre de Virgile. Plus proche de Dante, parmi d'autres innombrables exemples médiévaux, d'après Ferretto de Ferretti, la mère de Cangrande della Scala, qui était le seigneur de Vérone et l'un de mécènes de Dante, rêva, elle, d'accoucher un chien capable d'effrayer tout le monde et de grimper sur une haute échelle au beau milieu des flèches. Bien entendu, en référence au nom de l'enfant à naître, Cangrande della Scala, grand chien de l'échelle, mais aussi au blason de la famille que vous voyez reconstitué à l'écran. Un autre biographe de Dante, peu de temps après, Filippo Villani, écrivant peu de temps après Boccace, à la deuxième moitié du XIVe siècle, qualifia l'histoire de ses rêves comme favolosa, un conte fabuleux, et pour cette raison, il exclua de sa vie de Dante. Néanmoins, les rêves de Bella, je trouve, met en lumière certaines vérités importantes sur les genres de la biographie de Dante. Tout d'abord, ces passages, tout comme les multiples efforts que Boccace a consacrés à la sauvegarde et à la promotion de l'œuvre de Dante, est d'une subtilité remarquable pour les défendre dans l'horizon culturel de son temps, c'est-à-dire dans l'horizon qui fut de Boccace. Quelle en réponse, par exemple, à cette image, celle du berger. Boccace les tire, et il s'agit là d'une image traditionnelle, dans 2 directions. D'un côté, il suggère la supériorité de cette mission pastorale par rapport à celle qui est des prêcheurs ou de prêtres. Ces sous-entendus de son discours impliquent la subversion de la hiérarchie entre laïcs et religieux courantes, de façon à promouvoir les premiers, les laïcs. Si la vie et l'œuvre de Dante ont été véritablement animées par un défi laïque, et je reprends les titres et aussi les études d'un collègue suisse, Rudi Imbach, et de Catherine Koenig-Pralon, Boccace a sans doute contribué de façon déterminante au succès de ce défi. D'un autre côté, toutefois, sa description de Dante en berger et en savant laïque n'est pas sans rappeler celle des universitaires qui citent, comme je vous l'ai dit explicitement. Ces faisant, Boccace s'efforce de doter Dante d'un profil professionnel que Dante, lui, n'avait jamais eu de son vivant, au point d'être accusé, après sa mort, de n'être qu'un poète dépourvu de toute science par des magistri bien insérés dans les institutions. C'est le cas, par exemple, d'un tel Guido Vernani, un maître dominicain, qui, peu après la mort de Dante, déchira son traité politique, la monarchie, argument par argument, en lui reprochant, parmi d'autres défauts, le fait de n'avoir jamais occupé une chaire universitaire. Ainsi, par les symboles du berger docteur, Boccace est en train de gommer la première excentricité de Dante, à savoir son statut professionnel incertain. En tout cas, c'est véritablement à travers les symboles du paon comédie, que Boccace accomplit sa mission apologétique. Des caractéristiques que les bestiaires médiévaux attribuent à cet oiseau, les biographes n'en retiennent que 4, qui mettent chacune en relation avec un aspect du poème. Les plumages aux 5 yeux du paon figurent, d'après Boccace, la beauté de la Divine Comédie, et notamment de l'histoire, historia, articulée en 100 chants, comme vous le savez. Ses pattes souillées et sa façon silencieuse d'avancer renvoient, en revanche pour Boccace, à l'humilité de la langue vernaculaire, qui soutient l'invention, ainsi qu'à son style non élevé, ce qui fait, Boccace note, que le poème a bien mérité les titres de comédie.
Son cri affreux, celui de l'oiseau, du paon, représente en revanche les mots effrayants que Dante y adresse tant aux bons, pour les éduquer, qu'aux méchants, pour les punir. Et finalement, sa chair parfumée et incorruptible symbolise la nature immortelle des vérités morales et théologiques contenues dans les poèmes. Or, ces 4 dimensions du paon Divine Comédie répondent chacune à un risque spécifique pesant sur l'héritage de Dante dans les contextes culturels des Boccace. La chair immortelle du paon, les grandes vérités morales et théologiques que la comédie transmet, d'abord, constitue l'argument principal des Boccace en faveur de la conservation de l'ouvrage de Dante. Il est tout aussi facile de défendre la beauté de l'histoire du voyage dans l'au-delà, que Boccace interprète comme une belle fiction, en passant sous silence les insistantes déclarations de Dante sur la réalité et sur la nature corporelle de son périple. En troisième lieu vient la langue vernaculaire, si critiquée déjà du vivant de Dante, comme nous le savons par ses églogues, et qui est devenue d'autant plus problématique au milieu du Trecento, au milieu du XIVe siècle, sous l'emprise de Pétrarque et de sa préférence pour la langue latine. Boccace alors admet ici la souillure, c'est son terme, de l'option vernaculaire, quelque chose que Dante n'aurait jamais admis de sa vie, mais il suggère que ses choix, ainsi que les styles décontractés, disons, du poème, sont les signes d'humilité, donc à leur façon, il s'agit de vertu. Boccace s'attaque enfin à la dimension apostolico-prophétique de la comédie, ce qui était la plus difficile à justifier auprès de qui en avait fait les frais, des Florentins, à l'Église, des empereurs, aux rois, aux seigneurs, aux citoyens, que Dante avait dénoncé dans son poème. Et alors là, Boccace, ce qu'il va faire, c'est de reconnaître cette voix pour ce qu'elle est, horrible, mais la racheter en insistant sur sa valeur éducative, en glissant sur les faits que, d'après les poèmes, serait Dieu lui-même à avoir confié cette mission à Dante. Donc, 4 parties et autant de stratégies. En valorisant le contenu doctrinal, en déclassant les voyages dans l'au-delà au rang d'une belle fiction, en anoblissant la forme linguistique et stylistique du poème dans la mesure du possible, et en ramenant l'attitude prophétique qui était de Dante à celle de la prédication, quelqu'un qui éduque et qui châtie, ces paons de Boccace désamorcent toutes les excentricités de Dante. Mais les rêves de Bella est fort intéressant, je dirais, aussi pour une autre raison. Si Boccace n'hésite pas, disons, à fabriquer, et j'utilise ces mots non par hasard, des éléments utiles à son apologie de Dante, par ailleurs, ses inventions sont beaucoup plus sensibles et surtout beaucoup plus loyales à Dante que ne les pensent certains. Considérons à nouveau cette idée, une idée complètement bizarre pour son époque, l'effet que la vie d'un homme, d'un auteur en langue vernaculaire comme Dante soit digne d'attention, et même qu'elle puisse faire l'objet d'une biographie, c'est-à-dire d'un genre littéraire qui jusqu'à ce moment a été réservé aux saints, aux héros et aux auteurs classiques. Or, par cette idée et par sa biographie de Dante, Boccace développe en réalité une prémisse qui avait été posée par Dante lui-même dans la mesure où, dans toutes ses œuvres, de la Vita Nova, qui étaient les récits de son amour de jeunesse pour Béatrice, bon, plusieurs autres choses, mais disons la Fabula et celle-ci, à la comédie, les récits de son voyage dans l'au-delà pour la retrouver, eh bien, dans toutes ses œuvres, Dante s'était présenté comme les protagonistes absolus de ses écrits, les protagonistes de ses récits. De plus, ce que les rêves du paon nous content est quelque chose de très particulier. C'est la dissolution de la personne historique de l'auteur dans son œuvre. Car, je viens de le dire, pour Boccace, les paons dans lesquels Dante se transforme après sa mort représentent la Divine Comédie. Et là aussi, cette idée lui vient de Dante, qui, dans son poème majeur, non seulement se met en scène, mais aussi, au fur et à mesure que les récits progressent, s'identifie totalement à son invention. Il n'y a même pas une référence à la vie de l'auteur hors du poème dans la comédie. Finalement, et c'est la partie peut-être la plus extraordinaire, lorsqu'on relit attentivement les pages de Boccace sur les rêves de Bella, force est de constater qu'il s'agit d'une sorte d'anthologie d'extraits de Dante. Les désirs que ces derniers auraient eu d'être couronnés, en essayant de saisir les lauriers,
par exemple, est une citation d'un lieu célèbre du paradis ainsi que des églogues. Les symboles du berger, à son tour, rappellent une description de Virgile et d'Estas dans la comédie, tandis que l'explication que les bergers est celui qui nourrit les intellects qui en ont besoin reprend la métaphore alimentaire centrale du banquet, du convivio. Boccace puise à cette même source aussi les thèmes de l'universalité de la mission pastorale des Dantes, qui s'adresse, et je les cite, non seulement aux hommes, mais aussi aux enfants et aux femmes, et l'introduction sur l'influence des astres, la digression sur les plumes des anges, ou encore l'association de la dimension prophético-apostolique du poème à un cri affreux, bien tout cela, tout ce détail, peuvent hanter des antécédents dans l'œuvre de Dante. Mais la reprise de Boccace va même au-delà. Le dernier éditeur du Trattatello, Maurizio Fiorilla, a remarqué, de bon droit je crois, que pour décrire les réveils de Bella, Boccace a recours à la même formule, rompere il sonno, disons briser les sommeils, que Dante avait employé pour décrire un réveil de son protagoniste dans la comédie, à savoir après sa rencontre et éblouissement avec Paolo et Francesca, dans les chants 5 de l'enfer. La citation est au début du chant 6. Mais l'effet est que cette même formule, Dante l'avait tout aussi employée pour décrire un autre réveil, celui du protagoniste de la Vita Nova après son premier rêve prémonitoire. Et tout comme la signification véritable de ce premier rêve de Dante, les rêves par lesquels il ouvrait son récit dans la Vita Nova, était dans la Vita Nova dit autrefois caché, mais désormais manifestissimo agli più semplici, très évident même pour les esprits les plus simples, et ça c'est Dante. De la même façon, de la même manière, Boccace signale que personne ne peut comprendre les rêves de Bella, mais que son sens est maintenant manifestissimo a tutti, très évident à tout le monde. Plus généralement, le rêve de Bella possède dans la biographie de Dante par Boccace une fonction de cadre architectural identique à celle qui avait été pour les rêves du protagoniste de la Vita Nova. Et bien entendu, tout cela suffit pour suggérer que Boccace a non seulement repris les topos du rêve prémonitoire des mères, qui avait une très longue tradition, mais aussi qu'il a combiné avec cet épisode marquant du premier récit de soi que Dante avait livré. Mais pourquoi ces détails me paraissent intéressants ? Vous pensez peut-être, nous ne sommes pas ici pour lire du Boccace, on était venus là pour entendre parler de la vie de Dante. Sans doute. Néanmoins, relire Boccace est essentiel, je trouve, car le Trattatello a inauguré les genres de biographie sur Dante, qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Or, malgré des très nombreuses différences, ces genres portent traditionnellement inscrits en lui les trois caractéristiques que je viens de mettre en évidence à l'aide du rêve du Paon. Pour les résumer, il s'agit tout d'abord de l'effort pour rendre Dante compatible avec l'horizon du biographe, éventuellement les défendre des critiques, tout en monumentalisant sa figure historique. Puis, il s'agit de l'importance reconnue à sa vie dans les sillages de postulats que Dante a lui-même posés. Et, troisièmement, il s'agit de la difficulté à s'affranchir des récits que Dante a offerts de lui-même, de manière que le récit de la vie de Dante, sa biographie, devient très souvent, et sans doute plus souvent de ce qu'il est admis, une paraphrase des œuvres de Dante. En effet, depuis toute sa première définition, la recherche sur la vie de Dante est animée par les besoins d'en normaliser les profils et, ce faisant, d'en consolider les monuments. C'est évident pour les biographies modernes du poète. On peut penser au Dante républicain de Leonardo Bruni, au Dante père de la patrie de Ugo Foscolo, mais on pourrait nous croire affranchis d'une telle préoccupation. Et pourtant, les tentatives récurrentes pour attribuer à Dante une trajectoire institutionnalisée, voire un profil professionnel en tant que philosophe, en tant que théologien, juge, dictateur, ou encore comme idéologue des Blancs et de l'Empire, bien tout cela témoigne de la longue durée de cette dynamique. Par ailleurs, en donnant une importance particulière à cette vie,
les biographes de Dante n'ont cessé de reproduire la synergie inédite, révolutionnaire, entre œuvre et vie que Dante avait posée pour les premiers. Notre passion biographique, si je peux le dire, découle en bonne partie de sa passion autobiographique. Et pendant que les vies de Dante envahissent les rayons, peu se sont lancés dans l'écriture, par exemple, d'une vie de Chrétien de Troyes, l'auteur le plus prolifique de poèmes arthuriens dans la France du XIIe, ou bien de Brunetto Latini, les maîtres des Dante d'après Dante, et une figure publique bien connue de la Florence du XIIIe, ou encore de Cino da Pistoia, les meilleurs amis de Dante, après bien évidemment Guido Cavalcanti, et les juristes les plus influents de son époque en Italie. Or, cette tendance, je suggère, ne vient pas d'un manque de documentation. Bien, probablement oui pour Chrétien de Troyes. En réalité, nous aurions beaucoup plus de sources pour Cino et pour Brunetto que pour Dante. Cette tendance provient d'un manque d'intérêt. La vie de Dante nous semble beaucoup plus intéressante que celle de Chrétien, de Brunetto ou de Cino. Et je dirais, cela découle du fait que Dante n'a pas cessé de parler de lui dans ses œuvres, alors que Chrétien, Brunetto et Cino, plus médiévaux que lui sous ses profils, ne l'ont presque jamais fait. Finalement, l'emprise des récits de soi produits par Dante sur la recherche biographique est toujours aussi puissante. Alors qu'on pourrait se croire vacciné, bon, vous saisissez la métaphore, la recherche contemporaine est toujours aussi intéressée par la noblesse des Dante, par sa rupture avec les Blancs, banni, tout comme par son traviamento après la mort de Béatrice, son égarement, c'est-à-dire par des faits qui, tout d'abord, n'appartiennent qu'au récit de soi de Dante, des faits pour lesquels on n'a pas de sources historiques. Tout cela jusqu'à très récemment, en réalité. Au cours des 2 dernières décennies, des travaux majeurs ont radicalement remis en cause nos certitudes sur la vie de Dante. Par exemple, à travers, d'une part, les livres de Marco Sant'Agata 2011 et de l'autre côté, celui de George Inglese 2015, les lecteurs ont découvert que la vie de Dante n'était pas du tout un objet consensuel. Quel était le profil social de la famille Alighieri? Est-ce qu'il était vrai qu'il était l'arrière-petit-fils d'un croisé, Cacciaguida, mort en croisade, comme Dante le déclare dans son Paradis? Est-ce que les références à sa faible santé qui sont contenues dans La Vita Nuova, par exemple, sont-elles les signes d'une maladie et de quel genre de maladie s'agissait? Comment et pourquoi Dante a commencé sa carrière politique à Florence? Et est-ce qu'il a mérité d'être banni? Et bien sûr, je pourrais continuer à citer des questions que les chercheurs se sont posées récemment, jusqu'à demain et même jusqu'au jour d'après. Or, Sant'Agata avait comblé ces questions avec de nouvelles hypothèses, souvent inspirées par l'idée d'opportunité politique. Son Dante était un homme non seulement profondément engagé dans la politique, mais qui compose ses œuvres, y compris la Divine Comédie, en réaction aux nouvelles des jours, pour prendre position et éventuellement pour profiter des circonstances favorables. Inglese, tout au contraire, défend une idée de Dante bipartisan et surtout à réévaluer les sources à sa disposition, également dans le but de nous rappeler la distinction entre faits et conjecture, une distinction bien évidemment très importante, mais qui dans le travail de Sant'Agata a parfois été passée, disons, au second plan. Ces vies contrastées, d'ailleurs, n'étaient qu'une goutte dans l'océan, ou pour mieux dire, les points culminants d'un tournant historique plus large dans ces domaines. L'on peut rappeler, par exemple, le Nuovo Codice Diplomatico Dantesco, les recueils commentés de tous les documents concernant Dante et sa famille, qui a été récemment réédité et commenté à nouveau par Giuliano Millani et d'autres. Ou encore, on peut rappeler la série des rencontres et publications sur Dante attraverso i documenti, dont la dernière a été publiée cette année au sujet des lettres de Dante. Finalement, je mentionnerai les forums de la revue Dante Studies, de la Société américaine des études sur Dante, que j'ai eu le plaisir de coordonner en 2018 au sujet de Dante and Biography, donc Dante et la biographie, et auquel ont pris part plusieurs collègues provenant des traditions d'études différentes. Or, grâce à ces forums, notamment, il nous a paru évident que les moments d'une nouvelle forme d'enquête et des récits biographiques étaient peut-être venus. Les publications les plus récentes ont confirmé une telle impression, je dirais,
Même si ces publications ont toutes intégré les résultats les plus importants de ce tournant historique en termes de données historiques, elles ne continuaient pas moins à proposer des formes biographiques tout à fait traditionnelles, telles que la biographie intellectuelle, la biographie philologico-littéraire et plus récemment la biographie que j'appellerais ultra-historique. Et si vous voulez, nous pourrions bien évidemment en reparler dans la discussion. Donc la question s'est posée de comment écrire une vie des Dante qui tient compte de toutes les questions que j'ai essayé d'évoquer avec vous jusque-là. Tout d'abord, le chemin que Giuliano Milani et moi nous avons emprunté a consisté non seulement à distinguer aussi clairement que possible l'effet avéré des hypothèses, mais aussi à examiner chaque type de document de façon individuelle et pour ce qu'il est, juxta propria principia. D'un côté, les sources d'archives et l'analyse documentaire des œuvres de Dante et de son contexte, de l'autre, les récits de soi qu'il a incessamment élaborés, adoptés, renouvelés dans ses œuvres. Cette opération est nécessaire tout d'abord car chaque tesselle de ces mosaïques ne peut se comprendre que dans son propre contexte. Un contrat, par exemple, doit s'étudier à la lumière de ce qui était courant dans la Florence de son époque, un sonnet dans le cadre de la tradition littéraire dans laquelle Dante s'inscrit et avec laquelle il dialogue. Or, cette invitation peut relever de l'évidence, mais en réalité, ce principe a été très rarement mis en œuvre dans les études sur la vie de Dante. Ainsi, par exemple, les contrats de son mariage avec Gemma Donati, les documents qui témoignaient de ses dettes, même les documents concernant son engagement politique dans la commune de Florence, eh bien, tout cela était souvent mal interprété par ignorance du contexte historique, et donc par ignorance de comment un contrat de mariage marche, de ce que signifie emprunter de l'argent à Florence, etc. De la même façon, la grande nouveauté historico et littéraire que Dante représente dans les domaines du récit de soi, justement en raison du nombre sans pair des références à sa vie contenues dans ses œuvres et en raison des projets qu'il élabore autour de sa vie, eh bien tout cela n'avait jamais fait l'objet d'études spécifiques d'histoire littéraire ou culturelle. C'est normal. Souvent, les chercheurs n'ont pas la possibilité ou n'ont pas l'envie de prendre en compte les études les plus avancées dans chaque domaine, qui sont nombreuses, comme je viens de le dire, et surtout qui, pour être maîtrisées, demandent des compétences pluridisciplinaires qu'on trouve rarement chez une même personne. Et de fait, nous étions un d'eux, et d'ailleurs, on était bien entourés par d'autres collègues et collaborateurs. Or, seulement à ces conditions, il est possible de comparer ce qui émerge de ces différentes séries de documents, en renouant les dialogues entre histoire et littérature et essayant de reconstruire un cadre d'ensemble. C'est un point important parce que, comme Boccace nous l'a montré, les vies de Dante proposent traditionnellement un collage de sources de nature diverses. On y comble les vides à propos d'un certain moment de la vie de Dante en tirant des informations, des déclarations qu'il fera des années plus tard. Par exemple, on décrit couramment ses premières années en s'appuyant au récit de soi que Dante offre dans sa Vita Nova, qu'il a pourtant écrite alors qu'il avait déjà 30 ans. Ou encore, la période qui fait suite à son bannissement de Florence en 1302 est reconstruite en combinant les peu de sources d'archives avec les canti de Cacciaguida, c'est les deux images que vous avez à l'écran. En haut, la condamnation de Dante, en bas, une enluminure représentant l'histoire de Dante d'après Cacciaguida, dans lesquelles Dante, oui, racontera ces moments de sa vie, mais il les fera une décennie après qu'il a quitté Florence et dans un climat politique complètement différent. Pour notre part, nous avons écarté cette approche combinatoire au profit d'une approche comparative, permettant de confronter ce que Dante a vécu à un certain moment de sa vie avec les récits qu'il a fournis de lui-même à ces mêmes moments de sa vie. Cette démarche est affichée notamment dans la structure de notre livre, que vous le verrez, se compose d'interludes qui ouvrent les chapitres dans lesquels on essaie de commenter brièvement un extrait des documents et un extrait de l'œuvre de Dante, en les mettant côte à côte, qui est dans la structure des chapitres qui sont toujours doubles, avec une partie consacrée à l'histoire et qui a été rédigée par Giuliano Milani, et une partie consacrée au récit de soi qui est rédigée par moi.
Cette façon de procéder a aussi d'autres conséquences. Par exemple, alors que dans les biographies traditionnelles, on a la tendance innée à combler, voire à gommer toute lacune et contradiction, notre travail intentionnellement affiche ces éléments problématiques et essaie de les envisager comme des indices historiques à leur tour. Vous comprenez désormais la raison pour laquelle nous avons choisi cette image-là pour la couverture de notre livre. Il s'agit de l'un des plus anciens portraits des Dantes qui fut réalisé dans les palais des juges et des notaires à Florence. Une image qui est peut-être moins belle de celle qu'on trouve d'habitude pour ce genre de couverture, mais qui pour nous était représentative justement de ce travail de ne pas cacher les vides, d'accepter les lacunes. Et bien évidemment, si j'avais connu les Tullio Pericoli qui exposaient en bas, j'aurais probablement choisi cette image-là, qui relève un peu de la même logique. Or, les enjeux de cette opération sont spécialement importants pour les œuvres de Dante. C'est la carte des histoires que Dante nous a racontées sur lui-même. Nous avons examiné non seulement les contenus, mais aussi les fonctionnements, les modèles, les fissures, les tournants. Comme un ami qui nous raconte sa vie à plusieurs reprises, mais à chaque fois change un tout petit peu l'essence de sa version de l'histoire, nous demanderons non seulement ce qui s'est passé vraiment, mais aussi pourquoi il est en train d'ajuster ainsi son récit. Eh bien, de la même façon, nous avons essayé, moi j'ai essayé, d'interroger Dante. En d'autres termes, un peu plus techniques, nous avons fait de notre mieux pour envisager les récits des soins que Dante nous a offerts, non seulement comme des sources biographiques, mais aussi et plutôt comme des objets d'étude et donc comme des objets d'histoire à part entière. Finalement, nous avons tout aussi évité de présenter la matière dans un ordre pseudo-chronologique en enchaînant des chapitres consacrés à des phases stylistiques et intellectuelles, à des lieux où Dante aurait vécu ou encore à ses œuvres. À cette structure qui a les défauts de faire passer pour certains ce qui souvent ne l'est pas et d'orienter l'interprétation de chaque moment, nous avons préféré une organisation en tranches chronologiques larges, couvrant chacune une dizaine d'années. Nous les avons définies à partir du schéma des âges de la vie, qui est un schéma médiéval, mais que Dante lui aussi l'avait adopté en expliquant dans son banquet que chacun de nous traverse une adolescence jusqu'aux 25 ans, c'est bien à savoir, une jeunesse de 25 jusqu'à 45, une vieillesse de 45 à 70 et finalement une vieillesse extrême, 70 et au-delà. Bien sûr, ce schéma, il nous a fallu l'adapter aux spécificités de la vie de Dante qui ne dépasse pas les 5 à 6 ans de vie et dont la jeunesse a été notamment partagée comme un deux entre son temps d'avant et les temps d'après son départ de Florence en 1302. Un vrai tournant de la vie de Dante, surtout des récits de Dante, et les milieux exacts de notre livre. Or, ces tranches, aussi larges que souples, nous ont permis d'offrir un examen de toutes les données à notre disposition pour chacune, tant du côté de la vie que du côté des récits des soins, pour essayer d'en faire émerger les nouveautés, les questions et les tendances de fond. Et vous verrez, cette opération implique de changer un peu de perspective sur certains ouvrages spécifiques, notamment c'est le cas de l'habitat urbain. Or, je pense que les auteurs ne devraient jamais s'oser juger des résultats de leur travail, ça c'est au lecteur. Encore moins, je pense qu'ils devraient raconter les contenus de leurs ouvrages. Au maximum, on peut expliquer ce qu'on a essayé de faire, les problèmes qu'on s'est posés, les manières dont on les a gérés, et c'est un peu ce que je viens de partager avec vous ce soir. Encore, on peut aller jusqu'au point de pointer quelques grandes lignes et quelques questionnements de fond qu'on trouvera par exemple dans un volume pareil. Dans notre livre, vous l'aurez sans doute compris, vous ne trouverez pas un portrait monumental de Dante, mais plutôt vous allez trouver une enquête sur comment un Florentin au cursus d'études inachevé a su et a pu devenir Dante. Quelqu'un que nous envisageons à la fois comme un homme qui a fait des choix de vie sans doute pas courants dans son milieu, et c'est là depuis son plus jeune âge, et comme un homme qui a passé sa vie non seulement à écrire, mais aussi à s'efforcer de trouver des moyens pour assurer à sa poésie une place d'importance dans l'univers qui était le sien, et qui était un univers encore, faut-il le souligner, dans lequel écrire de la poésie en langue vernaculaire n'était pas un métier à proprement parler.
On ne pouvait pas dire à ses parents « je veux être poète » en langue vernaculaire. Pas dans la Florence de l'enfance de Dante. Vous y trouverez aussi une entrée sur la passionnante vie économique, sociale, politique et culturelle des villes italiennes au XIIIe et XIVe siècle, écrite par l'un des meilleurs spécialistes de cette période, Giuliano Miliani, ainsi que, et c'est mon côté, une première discussion d'une page, j'espère désormais incontournable, pas celle que j'ai écrite, mais celle que j'étudie, de l'histoire du récit de soi dans l'Occident. Et c'est là puisque dans les travaux consacrés à ces sujets, Dante n'est presque jamais étudié. Au maximum, on prend en compte la Vita Nuova. Ensemble, vous verrez qu'il y a constamment question de l'écriture, de comment une société parmi les plus alphabétisées de l'histoire occidentale, puisque celle-ci était Florence à l'époque, et une société qui venait de vivre une révolution qui a été définie scripturaire, comment d'une telle société a pu naître, a pu se mettre ensemble, a pu surgir un auteur de l'envergure de Dante Alighieri. Et comment, vice-versa, Dante lui-même, par son écriture, n'a cessé de façonner soi-même et d'essayer de façonner son ton. Enfin, au fil des chapitres, vous y rencontrerez sans doute les dialogues, c'est très important pour nous, entre un historien et un littéraire, entre un homme et une femme, ainsi qu'entre deux chercheurs qui font partie les deux de la diaspora intellectuelle italienne de nos jours, même si nous travaillons dans des pays et dans des langues différentes. Bref, vous allez y reconnaître un dialogue qui aussi, en raison de tout cela, de tous ces facteurs, est forcément expérimental et quelque peu différent des autres biographies disponibles. Mais voilà, je pense que cela, ça soit vraiment tout ce qu'on puisse dire, sans gâcher les plaisirs de la lecture, du dialogue et bien entendu aussi de la critique. Donc, pour boucler la boucle, je voudrais terminer sur notre point de départ. Finalement, pour fabuleux qu'il soit, Bella et Boccace avaient vraiment fait un rêve prémonitoire. 700 ans après sa mort, ces paons dans lesquels Dante et son œuvre s'étaient transformés est toujours là et toujours déploie à sa roue pour émerveiller et pour séduire ses lecteurs. Et c'est bien là, de ces textes, que toute étude sur Dante, même étude historique, doit partir. Et c'est bien évidemment là, à ces textes, que toute étude, même historique, doit retourner. Je vous remercie beaucoup.